Bonsoir. Alors, quand j'étais enfant, je me posais beaucoup de questions. Je me demandais comment fonctionnaient les marées, comment les avions faisaient pour voler, et j'adorais l'émission C'est pas sorcier. Alors je pense que vous aussi, vous avez dû grandir avec cette émission. C'était passionnant, c'était très bien expliqué, vulgarisé. Et cette émission permettait de répondre à beaucoup de questions que je me posais. Ensuite, après cette émission, j'aimais regarder Turbo. Oui, c'est très différent. Cette émission m'intéressait puisqu'on voyait de belles voitures, mais aussi parce qu'on y découvrait différentes nouvelles technologies et des choses qui paraissaient des gadgets pour moi à l'époque. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir allier science et automobile, puisque mon travail consiste à chercher de nouveaux aimants pour les moteurs électriques des voitures. Alors, je parle de la voiture en général, mais surtout de la voiture électrique. Et je vais commencer par vous poser une question. Qui pense que la voiture électrique ne pollue pas du tout ? Bon, je pense que c'est unanime. Et qui pense que la voiture électrique pollue ? Ah oui, d'accord, donc vous avez à peu près compris. La voiture électrique, certes, elle a été créée pour répondre à une problématique environnementale. L'idée, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de ralentir le réchauffement climatique. Alors, la voiture électrique, c'est ça, mais c'est aussi ce type de choses. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la plus grande mine de terres rares présente en Chine. Il s'agit de la mine de Baotou. Elle se trouve en Mongolie intérieure. Et en fait, les terres rares, ce sont des éléments chimiques métalliques pour lesquels l'extraction et la séparation produisent des déchets chimiques et radioactifs. Donc, ces éléments sont hautement polluants. Donc, contrairement à leur nom, ces terres rares ne sont pas toutes rares, elles existent en différentes proportions sur tout le globe terrestre, de manière non homogène. Alors, si je vous parle de terres rares aujourd'hui, c'est parce que ces terres rares sont présentes dans les aimants des moteurs électriques de voitures, et pas seulement la voiture électrique. Dans votre propre voiture que vous avez, vous, il y a beaucoup de moteurs qui fonctionnent avec des aimants permanents, qui sont des moteurs électriques. Par exemple, pour ouvrir votre vitre, ou pour actionner les essuie-glaces avant, arrière, etc., il y a plus de 20 moteurs à aimant permanent. Si l'on s'intéresse aussi au moteur de traction de la voiture, celui qui va la faire avancer, il peut y avoir aussi des aimants. Et s'il y en a, ce sont des aimants qui ont des terres rares, donc qui sont polluants. Alors, les terres rares, les voici dans le tableau périodique des éléments. Vous vous souvenez, c'est le tableau que vous avez sûrement découvert au collège ou au lycée, et qui classe les éléments selon le nombre d'électrons, leur poids, et qui donne énormément d'informations. L'intérêt de celui-ci, il est particulier, c'est que vous avez également les prix des éléments. Vous pouvez voir en référence tout en bas sur votre droite qu'il y a différents prix et qui sont en dollars par kilogramme. Vous remarquez assez rapidement, je pense, au centre, un amas d'atomes qui sont en noir, qui sont très chers. Il s'agit des métaux tels l'or et le platine, par exemple. Donc ça, tout le monde sait que c'est très cher. Ensuite, donc, si on isole les terres rares, ce sont ces éléments-là. Il s'agit de la grande barre en bas qui sont les 15 lanthanides, et il y a également l'yttrium et le scandium qui sont sur le côté. Alors vous pouvez remarquer que ces éléments sont chers, mais il y en a en particulier qui servent pour les aimants, il s'agit de ces trois-là. Donc le néodyme, le samarium et le dysprosium. Donc en plus d'être polluants, ces éléments coûtent cher. Donc il faut s'en passer. Et moi, les éléments que j'utilise, ce sont ceux-là. Donc vous remarquez que globalement, ils sont peu chers. Ce sont en plus des éléments qui ne sont pas polluants. Et vous allez me dire, oui, mais le barium, lui, il est en rose, donc ça veut dire qu'il coûte un peu, mais j'en utilise suffisamment peu pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le prix de mes aimants. Alors, je fabrique des aimants, mais il faut avoir un petit peu d'histoire. À l'origine, il faut savoir que l'aimant, il n'est pas naturellement aimanté, et ceux qui étaient découverts par les hommes avaient été aimantés par le champ magnétique terrestre. Ensuite, l'homme s'est mis à fabriquer des aimants, et ils étaient composés d'acier. Vous pourrez remarquer qu'ils étaient sous forme de fer à cheval. Vous avez souvent vu dans des dessins animés quand vous étiez enfant, les personnages qui se retrouvaient accrochés avec un aimant en forme de fer à cheval qui était très puissant, ils ne pouvaient pas en sortir. Mais finalement, pourquoi cette forme ? Pourquoi un fer à cheval ? Donc, comme je vous disais, il faut aimanter le matériau. Donc, pour l'aimanter, nous appliquons un champ magnétique, et lorsque l'aimant va se polariser, c'est-à-dire qu'il va se créer un pôle nord et un pôle sud, il va y avoir un champ interne qui s'appelle champ démagnétisant qui va à l'envers, c'est-à-dire qu'il va désaimanter le matériau. Donc le matériau, l'aimant, peut se désaimanter tout seul sur son propre champ. C'est pas très pratique. Donc pour éviter ça, avec les aciers,
il avait été remarqué qu'en leur donnant cette forme de fer à cheval, il était possible d'éviter la désaimantation au centre en éloignant au maximum le matériau et que l'on obtenait un très bon aimant en concentrant le champ au niveau des pôles. Donc il fallait les rapprocher. Depuis, il existe des aimants qui sont composés de différents atomes et il n'est plus nécessaire de les faire sous forme de fer à cheval. Donc il existe des aimants très performants, tout petits et sous forme de pastilles. Ça peut vous servir par exemple pour fermer une housse de téléphone. Les derniers qui ont été découverts contiennent, eux, des terres rares. Malheureusement, ce sont les plus énergétiques qui existent sur le marché. Et donc, je cherche à faire de nouveaux aimants qui ne contiennent pas de terres rares. Et j'ai commencé par essayer d'améliorer les ferrites que vous voyez ici. Alors, les ferrites, ce sont des aimants qui sont composés de fer, d'oxygène et un petit peu de barium et de strontium. Ce sont des aimants qui existent déjà sur le marché, puisque c'est ceux qui vous permettent d'ouvrir votre vitre de voiture, et c'est également les aimants que vous ramenez de vos vacances et que vous collez ensuite sur votre réfrigérateur. Alors, pour améliorer ces matériaux, je passe par la voie de la nanostructuration, c'est-à-dire que je synthétise une poudre aux tailles de grains nanométriques que je vais orienter. Alors, je m'explique. Pour fabriquer un aimant, il faut d'abord synthétiser une poudre. On va considérer que chaque grain est un aimant avec son pôle nord et son pôle sud, et en appliquant un autre champ magnétique, tous les grains vont s'orienter selon un seul et même axe nord-sud. Alors finalement, pourquoi utiliser des grains aussi petits? Si j'utilise une poudre avec des gros grains, il peut y avoir deux orientations nord-sud différentes, ou plus d'ailleurs, au sein du même grain. C'est ce qu'on appelle des domaines. Ces domaines sont séparés par une paroi, et si j'applique un champ magnétique vers le haut, la paroi va se décaler vers la droite, et j'obtiens un seul domaine. Bon, jusque-là, rien de très compliqué. Par contre, si j'utilise des grains tout petits, il ne peut pas se créer de paroi. Donc il ne va y avoir qu'un seul domaine. Ces grains, on dit qu'ils sont monodomaines. Si j'applique à nouveau un champ magnétique vers le haut, le grain va tout simplement tourner pour s'orienter selon ce champ que j'applique, dans cette même direction. Alors, pourquoi faire ça? L'utilité d'avoir des grains tout petits, c'est que nous avons ainsi un moyen d'augmenter la résistance à la désaimantation sous un champ magnétique. À nouveau, le fer à cheval. Comme nous l'augmentons, il n'est plus nécessaire d'avoir un aimant sous forme de fer à cheval. Alors le problème avec ces petits grains, c'est que les forces magnétiques sont très fortes, que ces grains vont créer des agglomérats et qu'il faut donc casser les agglomérats pour pouvoir orienter et avoir tous les grains selon un seul et même axe. Donc c'est encore aujourd'hui un gros problème sur les nanopoudres, mais nous travaillons à de nouvelles solutions pour orienter ce matériau. Ensuite, je m'intéresse à un autre type de matériau. Il est composé de manganèse et d'aluminium. C'est un matériau qui peut présenter des propriétés magnétiques très élevées, et il a été découvert dans les années 50. Il n'a pas encore été industrialisé, puisque jusqu'à présent, les propriétés magnétiques n'étaient pas suffisantes face à ce qui existait déjà sur le marché. Mais les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de lui rendre ses bonnes propriétés. Et l'intérêt particulier de ce matériau, c'est qu'il est léger, il est peu cher, il est facile à recycler, puisque les aimants qui contiennent des terres rares, eux, on ne peut pas les recycler encore aujourd'hui. Donc, l'aluminium, on sait qu'il est recyclé depuis très longtemps. Le manganèse, il est extrait en même temps que le fer, et ce sont des éléments qui sont considérés comme non polluants. Donc, je vais faire des alliages de manganèse et d'aluminium. Alors, tout à l'heure, je faisais des procédés chimiques, donc avec une blouse sous une hotte, avec des gants et des lunettes. À présent, c'est des procédés de métallurgie. Et pour tout vous dire, avant, pour moi, la métallurgie, c'était quelque chose comme ça. Donc, j'imaginais qu'on allait me demander de porter un tablier en cuir, et, comme représenté ici, que donc il fallait chauffer le métal de l'épée, tremper dans de l'eau, etc. C'est effectivement de la métallurgie. Mais moi, j'utilise plutôt des machines qui ressemblent à ça. Donc, ce que vous voyez, c'est un moyen de faire fondre par induction mes métaux. L'induction, finalement, c'est exactement ce qui se passe dans les plaques que vous avez chez vous. Vous voyez qu'il y a une bobine, un courant électrique va passer dans la bobine et il va se créer un champ magnétique au centre. Le champ magnétique va interférer avec le moule et de cette manière, je vais pouvoir faire fondre très très rapidement mes métaux. C'est aussi pour ça qu'il vous faut des plaques spéciales, enfin des poêles spéciales pour vos plaques et que donc du coup les aliments vont chauffer beaucoup plus vite. Ensuite, j'obtiens donc mon alliage et je vais le passer dans la grosse cavité que vous voyez à droite. À l'intérieur de cette cavité, il y a une roue refroidie qui tourne très très vite. À nouveau, je vais faire fondre mon matériau par induction et je vais l'éjecter très rapidement sur cette roue qui tourne.
De cette manière, j'obtiens alors des rubans. Ces rubans, ce ne sont toujours pas un aimant. Il va falloir encore procéder, faire beaucoup de choses sur ces rubans. Et je commence par les broyer à différentes températures, à différentes vitesses. Ensuite, je vais devoir les comprimer, etc. Finalement, c'est un peu de la cuisine. Mais c'est aussi un peu comme faire des macarons. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'en faire, c'est finalement pas si simple. Il faut procéder par étapes, il faut bien respecter la recette, sinon ça ne fonctionne pas. On n'a pas le beau dôme brillant, la collerette et le moelleux des macarons. Donc moi, c'est un peu pareil. Si je chauffe trop, si je broie trop, mon matériau se décompose dans des phases qui ne sont pas magnétiques, et du coup, je ne peux pas fabriquer mon aimant. Donc, j'ai une certaine phase qui sort de mes rubans, mais qui n'est toujours pas mon aimant. Il se présente sous cette forme que vous voyez à gauche, c'est-à-dire que j'ai une phase qui est un hexagone très allongé. Moi, celle qui m'intéresse, c'est plutôt le cube très aplati qui est à droite. Donc du coup, pour l'obtenir, nous avons décidé d'appuyer très très fort finalement sur nos hexagones allongés, tout en chauffant assez pour effectuer la transformation d'une phase à l'autre. Et de cette manière, nous espérons qu'il va se créer également une phase, un pôle nord et un pôle sud. Alors, l'organisation des atomes a permis d'obtenir ces cubes très aplatis, et les résultats sont mitigés, puisque nous n'avons toujours pas ce pôle nord et ce pôle sud, mais nous avons réussi à augmenter de 40% la désaimantation par un champ extérieur ou par son propre champ de ce matériau, ce qui n'était pas gagné au départ. Nous avons aussi à présent un aimant qui pourrait peut-être assez rapidement trouver sa place dans le moteur de traction de la voiture électrique. Donc du coup, nous avons proposé ici des solutions pour essayer de remplacer ces aimants qui sont hautement polluants. Mais donc au départ, je vous parlais d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous imaginez maintenant que la voiture, effectivement, c'est très polluant. Mais bon, il faut quand même dire que la voiture électrique, ça permet malgré tout de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme vous pouvez le voir ici, lors de la phase d'utilisation, il n'y a presque pas d'émissions de gaz à effet de serre comparé à un véhicule qui fonctionne au diesel ou à l'essence, à condition, bien sûr, d'utiliser des énergies renouvelables. Donc c'est au niveau de la fabrication et de la fin de vie du véhicule où il y a encore aujourd'hui un souci, et donc il faut travailler là-dessus. Et puis, finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est que la voiture électrique elle soit attractive pour nous, automobilistes. Et pour cela, il faut que la voiture soit puissante, il faut qu'elle ait une bonne autonomie, puisque la voiture électrique n'a encore aujourd'hui pas la meilleure autonomie, ce n'est pas ce qu'on attend. Et puis il faut aussi en diminuer le coût, parce que les voitures électriques coûtent encore trop cher. Et nos aimants pourraient contribuer à une petite hauteur sur ces trois plans, puisque du coup, en utilisant des aimants performants, nous pouvons faire tourner le moteur plus vite, donc rendre la voiture puissante. Nous pouvons également, du coup, augmenter l'autonomie de la voiture en diminuant donc l'énergie utilisée pour faire tourner le moteur. Et puis, il n'y a pas de terres rares dans nos aimants, donc ils sont beaucoup moins chers. Donc nous pourrions contribuer à réduire le prix de la voiture électrique. Et tous ensemble, les chercheurs, nous essayons donc de rendre la voiture électrique plus écologique. Je vous remercie.